Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Salut Molly! Salut Océane! On se retrouve aujourd'hui pour explorer une question essentielle à la participation citoyenne. Comment s'impliquer dans la gouvernance et dans la prise de décisions politiques en matière d'environnement? Puis pour répondre à cette question, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Emma Zhao, une jeune femme qui cherche à contribuer à la cause environnementale, à la fois localement, mais aussi internationalement, puis qui encourage sa communauté puis ses pairs à prendre part également à l'action climatique. Emma a été une jeune ministre de l'Environnement pendant 2 ans, en plus d'être coprésidente du comité environnemental de son cégep. Puis Emma travaille également sur un projet de capsule vidéo pour sensibiliser la population à des enjeux cruciaux comme les microplastiques. Emma, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Très heureuse d'être ici. Emma, on commence à poser cette question-là à nos invités en début d'épisode pour en apprendre un peu plus sur leur relation avec la nature. J'aimerais savoir, c'est à quel endroit ou quel moment où est-ce que tu te sens le plus proche de la nature, puis comment tu décrirais ta relation avec la nature? Moi, je pense que il y a une histoire très drôle dans comment ma mère m'a élevée. En gros, elle voulait pas que on passe une journée complète comme dans la maison, cloîtrée dans la maison. Donc, dès qu'elle avait l'impression qu'on passait trop de temps, par exemple, sur nos écrans, puis on était juste comme dans nos chambres, elle nous forçait à aller dans il y a comme une petite forêt près de chez nous. Puis, à partir de ce moment-là, j'étais comme, c'est vraiment beau, genre, la forêt, la nature. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à trouver que peut-être que j'avais des pouvoirs spéciaux, puis je pouvais interagir avec la nature. Puis ça, je pense que c'est là que ça a commencé, débuté ma relation avec la nature. Puis maintenant, je pense que ce qui me touche le plus et comme le plus quotidiennement, c'est le ciel. Surtout quand il est comme bleu, 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 bleu. Puis ça m'amène énormément de paix, puis juste comme un calme très profond. Puis pour poursuivre un peu dans la même lignée, là, mais est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que ton parcours vers l'action climatique a débuté, puis comment ton engagement, ta présence et ton identité d'activiste pour l'environnement a évolué depuis toutes ces années? Mm-hmm. Oui, en fait, au début, il y avait un atelier en 5e année où quelqu'un est venu parler des changements climatiques, puis il était comme il faut commencer à agir pour l'environnement, il faut faire attention à ses habitudes de vie. Puis à ce moment-là, au tout début, j'étais vraiment juste comme en mode je pense que j'ai comme un pouvoir là-dedans. Puis j'avais vraiment mis ça sur mes propres épaules, dans le sens j'ai commencé à comme dessiner dans ma chambre des voitures électriques qui marchent avec de l'énergie renouvelable, ou bien essayer de comme trouver en ligne toutes les façons différentes qu'on pouvait adopter des modes de vie plus environnementaux. Puis là, avec le temps, je me suis rendu compte que comme oui, il y a une part qui vient de toi-même, mais en vrai, c'est plus un mouvement collectif qu'il faut. Puis à ce moment-là, c'est là où comme j'ai commencé à comprendre, OK, il faut aller vers l'autre. Puis aussi, c'est plus par les relations sociales. Puis ça, c'est à quel moment de ta vie que c'est arrivé? Est-ce que c'est récemment ou c'est à quel moment? Je pense au tout début, c'était comme en Sec4. Je suis devenue jeune ministre de l'Environnement, puis j'ai rencontré d'autres jeunes qui étaient comme dans la cause aussi, puis qui étaient intéressés aussi par l'environnement. Puis là, après, cette expérience m'a donné la chance de comme me pousser plus loin, puis rencontrer d'autres gens, dont toi, par exemple, à travers différentes expériences. Puis c'est là où je me suis rendu compte, c'est comme, il faut trouver une façon de rendre le mouvement humain, puis émotionnel, puis que ça nous touche du fond du cœur, en même temps de le rendre comme concret, puis actionnable, puis c'est ça. Puis là, tu parles un peu de ton parcours. Tu sais, en tant que jeune, tu as commencé assez jeune à t'intéresser à ces changements climatiques-là, à l'action climatique, à peut-être ton activisme aussi qui commençait à se développer.
Puis encore aujourd'hui, t'es encore jeune, puis t'es encore impliqué. Donc, je me demandais, en fait, selon toi, pourquoi est-ce que c'est essentiel que les jeunes s'impliquent activement dans la gouvernance et dans les processus de prise de décision politique en matière d'environnement? Ben, je pense que c'est vraiment important parce que pour plusieurs jeunes, soit ils se sentent comme pas assez professionnels, pas assez qualifiés, ou bien ils sentent que leurs expériences sont comme trop communes, dans le sens, puisqu'ils l'ont vécu jeune, c'est très possible que d'autres gens l'ont déjà vécu avant eux, puis eux, ils sont déjà des adultes, puis ils ont plus de pouvoir dans ce sens. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, même si peut-être on n'a pas autant de comme qualification en tant que telle, parfois il y a comme un espoir, puis aussi une énergie qui est vraiment unique aux jeunes. Je peux par exemple raconter, récemment j'ai participé à une simulation parlementaire, puis c'était vraiment beau de voir comment toutes ces personnes différentes, au début, surtout les premières journées, on avait comme de la difficulté à s'exprimer, à se lever en chambre pour parler parce que c'est vraiment intimidant. Mais au final, on parlait sur plein de sujets, puis tout le monde avait quelque chose de très concret, des histoires, des témoignages très personnels. Mais aussi, parfois, les gens, ils regardaient le projet de loi, puis c'était comme, ah, il y a comme quelque chose qui manque dans l'inclusivité ou l'accessibilité sur un point très, très spécifique, puis t'étais comme, oh wow! Puis on est toutes très, très jeunes, puis c'est pas un facteur de discrimination. Mm-hmm. Puis comment tu décrirais la place qu'occupe aujourd'hui la jeunesse dans les discussions politiques sur l'environnement? Mm-hmm. Je pense que elle est présente. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi présente que je pense elle pourrait l'être, mais je pense que ça s'explique aussi parce que peut-être que on est toutes comme aux études ou bien aussi en train d'essayer d'avoir un travail à temps partiel ou comme en train de gérer plein de trucs en même temps. Donc pour être très 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 engagé puis constant là-dedans, c'est difficile. Et donc je trouve que c'est cool parce que malgré tout ça, il y a quand même plein de jeunes qui sont très engagés, qui font de leur mieux, qui prennent de leur temps libre pour essayer de faire des petites négociations ou bien, justement, moi, l'année passée, avec un de mes collègues jeunes ministres de l'Environnement, on a pris du temps pour créer une petite pétition sur amener du compost dans la restauration à Montréal. Puis c'était tout un processus, on comprenait pas comment ça se passait, on faisait plein de recherches en ligne. Puis finalement, on a réussi à accumuler assez de signatures pour l'amener au Parlement, puis de la ville. Puis on l'a présenté, puis peut-être qu'elle a pas tant changé de choses parce que il restait que c'était pas juste un pouvoir municipal, mais aussi un peu provincial, donc c'était comme compliqué. Mais ça nous a tellement appris en même temps, puis ça donne envie après de continuer, puis aussi aider les autres à comprendre que comme s'ils voient quelque chose qui marche pas, comme ils peuvent faire quelque chose. Mais je me reconnais avec qu'est-ce que tu viens d'amener jusqu'à maintenant parce que tu as parlé au début, moi j'associe ça au sentiment d'imposteur que souvent les jeunes peuvent vivre, mais au-delà, quand on réussit à passer par-dessus ce sentiment-là, il y a aussi d'autres obstacles, en fait, l'accessibilité, puis se donner les moyens, il faut être déterminé pour y arriver, puis les choses se présentent pas nécessairement par eux-mêmes. Donc il faut nous se donner les moyens, faire des recherches, aller poser des questions. Donc, c'est sûr que ça devient un obstacle aussi. Donc, notre voix, quand on décide que nous-mêmes, on la trouve assez importante pour la faire entendre, mais des fois, on n'a pas les outils ou du moins l'environnement qui nous permet de se faire entendre aussi, là.
Pour la prochaine question, j'aimerais qu'on entende d'abord Idriss Adoum, qui est coordonnateur au Tchad du Réseau mondial des jeunes sur la biodiversité, puis de l'Alliance panafricaine sur la justice climatique. Il témoigne à partir de son expérience africaine, ses perspectives sur la manière dont les jeunes peuvent influencer les décideurs politiques et faire entendre leur voix. C'est importante, cruciale. Aujourd'hui, quand on parle des jeunes, quand vous prenez les jeunes de Montréal, du Canada de façon générale, vous prenez les jeunes du continent américain de façon générale, continent africain, continent asiatique, tout, c'est-à-dire, comment on appelle, c'est les jeunes qui sont majoritaires, pratiquement majoritaires à ce niveau. Quand on dit majoritaire, c'est dans la mesure où en nombre. Et lorsque nous sommes majoritaires en nombre, c'est que nous sommes une force pour un pays, pour une nation, pour un continent. Donc, les jeunes s'impliquent. L'importance que les jeunes s'impliquent dans ces genres de comment on appelle, pour faire entendre leur voix, je pense que c'est là où je vais intervenir pour parler de notre mouvement Youth for Adaptation Finance for Africa. C'est un mouvement que nous avons créé basé sur les réalités. Pendant l'école d'été à Nairobi, nous avons vu que chaque année, nous, on forme les jeunes. Là où actuellement, nous avons plus de 2000 jeunes qui sont formés sur la question climatique. Mais les jeunes sont formés. Lorsque les jeunes partent chez eux, ils évoluent individuellement. Cela n'apporte pas de fruits que nous on souhaite. Donc, nous avons dit qu'il serait mieux de mettre en place un mouvement. Et dans le mouvement, nous allons mettre en place des initiatives qui permettront aux jeunes de concrétiser leurs idées et en même temps présenter ça auprès de leurs négociateurs pays qui seront dans les différentes forums, dans les différentes COP. Et c'est là où nous avons organisé le forum des jeunes sur la finance de l'adaptation, qu'on appelle YOFAFA, qui a eu lieu à Yaoundé l'année dernière et cette année, c'est la 2e édition. C'est là où nous avons mobilisé des jeunes, sur place plus de 200 jeunes et en ligne plus de 2000 jeunes. Et chaque jeune, nous les avons dit, nous les avons orientés, nous les avons formés sur les thématiques spécifiques, les thématiques qui concernent nos spécificités. Et ce qui est important, c'est pas seulement les jeunes africains, c'est les jeunes qui sont venus de par le monde, les jeunes qui sont venus des États-Unis, les jeunes qui sont venus de l'Inde, les jeunes qui sont venus du Canada, les jeunes qui sont venus, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses des propos d'Idriss, Emma? D'après toi, comment les jeunes peuvent-ils concrètement influencer les décideurs, les décideuses politiques pour faire entendre leur voix? Est-ce que tu as un exemple de mobilisation jeunesse à laquelle tu participes ou tu as participé qui a eu un impact sur le plan politique? Mais je pense que les propos d'Idriss sont très, très pertinents parce que c'est vrai que quand on essaie de faire une action toute seule, c'est dur de le maintenir puis continuer à alimenter. Et donc, c'est vrai qu'il faut un mouvement, quelque chose de collectif pour que, de un, on se sente soutenu dans la cause, mais en même temps que, tu sais, on est des gens qui nous inspirent à continuer à agir. Si je devais te donner un exemple, c'est similaire, mais c'est pas encore complété, donc je sais pas l'impact que ça va avoir. Mais en fait, en ce moment, dans notre comité écologique, en gros, au cégep dans lequel je suis, au collège Jean de Brébeuf, on a des enseignants qui font partie, je pense que c'est du syndicat des environnementalistes ou bien des travailleurs sociaux. En gros, c'est des gens qui essayent d'amener la transition énergétique du côté des infrastructures. En gros, c'est pour enlever le chauffement à gaz, puis le transformer par d'autres alternatives. Puis, en ce moment, notre école, on le fait pas encore, mais ils planifient le faire. Et donc, nous, en tant que comme réseau étudiant, puis le comité écologique, on veut créer une pétition pour sensibiliser les gens à notre école, puis aussi montrer aux gens c'est quoi les alternatives qui sont à prioriser plutôt que d'autres. Et donc, je trouve que ça va donner un sentiment d'affirmation de son pouvoir. Puis, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. C'est sûr que c'est pas encore complété, puis la pétition est pas encore très connue, mais on avance, puis ça donne l'impression qu'on peut changer quelque chose juste à côté d'où on est.
Puis c'est la même chose avec des pétitions. Si, par exemple, la pétition, elle touche quelque chose sur lequel le gouvernement peut agir, s'il y a assez de gens qui le soutiennent, c'est vraiment beau comme mouvement. Puis c'est vraiment beau comme Puis changement. ça doit être, tu sais, tu mentionnes cet exemple-là, mais ça doit être considérable le nombre d'infrastructures au Québec aussi qui doivent, je veux dire, l'état des infrastructures des écoles est quand même, Oui. on le sait, mais du moins au-delà de juste l'état de base, de s'assurer que ces infrastructures-là soient éco-responsables ou du moins qu'il y ait un aspect, puis de savoir que ça doit partir aussi des jeunes pour influencer le gouvernement. Moi, personnellement, je trouve ça difficile à entendre parce que je trouve que ça devrait être l'inverse, en fait. Ça devrait être la responsabilité du gouvernement de protéger autant l'environnement, mais aussi les étudiants, les élèves qui sont dans ces espaces-là. Là. C'est de protéger finalement la jeunesse. Tu sais, là, on parle d'un point de vue plus à l'école, tu sais, des cégepiens, cégepiennes, mais c'est la jeunesse en général. Tu sais, finalement, c'est au gouvernement de protéger les générations futures. Puis Emma, j'ai eu la chance de te côtoyer dans la dernière année dans différents contextes, puis j'ai vraiment vu en toi une personne pleine d'espoir, une personne hyper lumineuse. Puis en fait, je me demande comment est-ce que tu fais pour rester motivée puis continuer de cultiver cet espoir-là face aux lenteurs ou aux échecs du système politique? C'est vraiment une très, très bonne question. Puis d'ailleurs, je peux te retourner le même compliment. Je pense que ce qui me garde dans l'action puis dans le mouvement, c'est un peu les gens qu'on rencontre parce que il y a plusieurs raisons. Peut-être la personne est vraiment juste vraiment inspirante, c'est comme un rayon de soleil puis t'as juste envie de continuer parce que elle te donne espoir. D'autres fois, c'est tu vois une personne, elle a l'air découragée et en même temps, ça te donne envie d'essayer de l'aider puis essayer d'aider d'autres gens qui sont peut-être découragés par la situation, mais si moi je peux être comme... Si moi je peux encore avoir espoir, je peux peut-être l'aider d'une façon ou d'une autre. Mais c'est aussi, depuis que je suis engagée de façon plus active dans la cause, j'ai remarqué que plein de gens de mon entourage ont commencé à changer un peu d'avis. Puis aussi avoir envie de croire que c'est possible de changer les choses. Et je pense que c'est vraiment beau, puis je veux pas lâcher ça. Et donc, quand je suis vraiment, vraiment découragée, comme je pense, c'est santé de prendre une petite pause. Puis c'est un peu en même temps, c'est naturel en pensant à ces gens-là que, genre, l'espoir, elle se rallume, puis elle revient comme à son rythme. Puis peut-être pour continuer un peu dans cette lignée-là, tu sais, là, en ce moment, on enregistre le balado début janvier 2025. C'est quoi tes réflexions et les résolutions que tu aurais par rapport à l'engagement environnemental pour cette année-là qui s'entame? Donc, résolution, je pense que la première résolution, c'est j'aimerais ça vraiment que la chaîne YouTube sur les microplastiques elle soit lancée. D'un autre bord, je pense que à travers la dernière année, la plus grande réflexion que j'ai eue, c'est que je pense que pour le mouvement environnemental, ce qui importe souvent, c'est comment les gens se sentent par rapport à ça. Comme tu l'avais nommé, Molly, le sentiment genre le syndrome de l'imposteur, il est vraiment très, très présent, même dans les comités écologiques. Souvent, les gens se sentent comme... Soit ils se sentent interpellés, mais ils sont comme « Ah, mais genre, je fais plein de trucs qui sont pas écologiques, je peux pas faire partie du comité écolo. » Et à partir de ça, j'ai commencé à penser que en fait, c'est comme si on se met tout le poids individuel, alors que c'est comme plus grand que ça. Puis je pense que il faut un peu arrêter le jugement, puis aussi donner beaucoup d'empathie aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui a les ressources pour avoir un mode de vie hyper écolo. Et donc, ouais. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est pas la première fois que je l'entends, du moins. C'est
cette responsabilité-là qu'on se donne aussi de par le fait Oui. on verbalise notre intérêt envers l'action climatique. Puis moi, ça me frustre personnellement des fois de l'entendre parce que c'est comme si on devait être parfait. On devait appliquer, en fait, tous les éléments écologistes actuels, que ça soit au niveau de notre transport, de notre nourriture, de notre consommation, de manière impeccable à tous les jours parce que on utilise notre voix pour essayer de faire entendre certains éléments environnementaux. Puis moi, je trouve que c'est un peu un argument qui est facile. C'est tellement facile. Puis c'est un argument qui est utilisé énormément par les détracteurs ou du moins les personnes qui ne souhaitent pas pousser une réflexion un peu plus loin. De dire oui, mais toi, tu fais ci ou tu fais ça, donc ta parole n'est pas valide ou ne mérite pas d'être entendue. Puis je trouve ça difficile parce que c'est pas possible d'être parfait de par le système dans lequel on est. Donc, de parce qu'on est en Amérique du Nord, en Occident, moi, personnellement, j'habite en région, donc c'est certain que je vais devoir avoir une voiture simplement pour aller à l'épicerie me nourrir. Ouais. Certainement que j'aimerais poser des gestes quotidiennement qui sont encore plus drastiques ou du moins que je peux que personne pourrait me dire en fait oui mais toi, puis j'entends ce que tu dis parce que je trouve ça difficile aussi parce que en tant que jeune, notre situation financière par exemple, on a une certaine précarité aussi, nous oblige parfois à faire des choix qui ne sont pas nécessairement des choix en tant que tels, mais on est obligé C'est une obligation. Exactement, d'acheter ci ou d'utiliser telle chose plutôt qu'une autre. C'est sûr que j'aimerais que tous mes vêtements soient achetés de manière locale, mais est-ce que mon budget le permet? Que on évolue dans la vie, mais à un certain moment, je n'en avais pas les moyens absolument. Donc j'entends ce que tu dis, puis pour revenir un peu, est-ce que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être s'engager, mais qui savent pas nécessairement par où commencer, puis justement, on pourrait essayer de déconstruire cette idée d'aller au maximum, d'être complètement parfait. Je pense que il y a des choses, des gestes qu'on peut poser un petit peu quotidiennement, puis même que ça soit une façon de penser, moi, c'est un peu ça aussi. Au-delà de nos gestes, c'est aussi une attitude à avoir. Est-ce que tu as des conseils ou des pistes pour les personnes qui voudraient faire des premiers pas pour prendre part, pour s'impliquer un peu plus? Moi, je pense que peut-être un premier pas qui pourrait être intéressant, c'est juste prendre le temps de comme observer sa journée quotidienne, comme qu'est-ce qu'on fait, puis comme sans jugement, juste comprendre comment ça se passe, puis essayer aussi de retracer d'où est-ce que ça vient. Est-ce que ça vient juste d'une habitude? Est-ce que ça vient de plus... c'est comme une contrainte qu'on peut pas vraiment éviter. Puis ensuite, de regarder... Souvent, il y a des ressources. C'est justement ça le problème. C'est parfois, c'est comme il faut toi-même aller chercher la ressource. Et, mais elles existent, elles sont là. Oui, c'est ça. Elles sont souvent là. Puis surtout, tu sais, si t'es dans une école... parfois, il y a un comité écologique, parfois, il n'y en a pas. Puis s'il n'y en a pas, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, moi, ce que je suggérerais, c'est de commencer avec quelque chose de vraiment très, très, très simple. Soit essayer de trouver d'autres gens qui seraient intéressés à joindre. Soit j'ai une amie qui, en ce moment, elle vient d'aller à l'Uni, puis il y a comme 0 comité écologique dans son programme. Puis elle, ce qu'elle veut faire, c'est juste une friperie, comme quand même simple, où c'est genre, on demande aux gens d'amener leurs vêtements, puis pour chaque article amené, on peut en avoir gratuit, donc c'est comme vraiment le fun pour les étudiants. Et je pense, en ce moment, sa première friperie va pas être comme incroyable, mais moi, je trouve que c'est incroyable qu'elle s'y soit mise, puis peut-être le résultat va pas être ce à quoi on s'attendait, mais ça donne tellement de confiance en soi de réussir à faire même une petite action. Puis en même temps, ça donne la chance de rencontrer plein de gens, puis de monde qui vont trouver ça aussi inspirant à leur tour.
Fait que c'est de permettre aussi à ces initiatives-là, finalement, de naître, d'aller à la rencontre des, par exemple, dans les cégeps ou les universités, d'aller parler à nos comités étudiants ou de voir, je sais pas, quel personnel qui existe dans les universités qui peuvent nous permettre de mettre ces projets-là en place, mais de vraiment donner le petit pouce, le petit coup, en fait, pour que ça l'arrive. Oui. Puis ça n'a pas besoin d'être des grosses actions. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis ici, c'est que, tu sais, c'est pas nécessairement de dire, hey, je vais aller dans la rue manifester. Des fois, c'est pas le type d'action non plus qui reflète avec notre personnalité, puis c'est vraiment correct, tu sais. Puis il y a des gens aussi qui, leur action, ça va être eux-mêmes d'aller magasiner dans les friperies, pas de les mettre en place. Puis c'est correct aussi que ce soit ça, tu sais. Petite pause pour présenter Suco, co-organisatrice du balado. Suco est une ONG canadienne dédiée à la coopération internationale en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Depuis sa création en 1961, elle œuvre pour un monde plus solidaire, équitable et durable en co-construisant avec les communautés locales des solutions pour bâtir des systèmes alimentaires viables, renforcer la résilience climatique et les droits des femmes. Au Québec, leur programmation s'articule autour de panels thématiques et du programme Transition, ton engagement pour l'environnement, destiné aux jeunes. Au Québec, leur programmation s'articule autour de panels thématiques et du programme Transition, ton engagement pour l'environnement, destiné aux jeunes. Visitez suco.org pour en savoir plus sur leurs projets à travers le monde. J'ai envie de revenir un peu à toi, Emma. Tu l'as mentionné très, très brièvement tantôt, puis Molly l'a dit quand on t'a présenté au début du balado, mais tu as parti un projet de vidéo pour sensibiliser par et pour les jeunes à différents enjeux environnementaux, dont les microplastiques, qui va être la première vidéo. C'est toi qui as parti de ce projet-là. Après, tu as rallié d'autres jeunes autour de ça, dont moi d'ailleurs, maintenant, qui fait partie du projet. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place ce projet-là? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Puis pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Au début, c'était vraiment plus un projet de recherche. Puisque je suis encore comme en train de décider ce que je veux faire à l'université, j'étais comme, ça serait intéressant de voir si c'est la recherche qui m'intéresse. Et donc, j'ai essayé de lire un peu puis comprendre les documents sur les microplastiques, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment ça impacte le monde. Puis je me suis rendu compte que c'est quand même c'est un sujet relativement nouveau, mais qui nous impacte pour vrai et beaucoup, beaucoup. Et je pense que autour de moi, il y a comme beaucoup de gens qui veulent essayer d'aider à la cause environnementale, mais parfois ils sont pas trop sûrs comment, ou bien ils aimeraient créer quelque chose qui peut inspirer. Et donc, à partir de ça, j'ai contacté plein de monde qui serait potentiellement intéressé. Et c'est un peu comme ça que on a formé un petit groupe. Puis, à vrai dire, même là, c'est quand même difficile comme projet parce que, d'un, il y a les études, de deux, il y a les fêtes, puis il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Puis après, c'est pas tout le monde habite aux mêmes endroits, pas tout le monde a les mêmes horaires. Essayer de coordonner tout ça, c'est quand même très compliqué, mais après, tu te dis « Ah, mais c'est vraiment cool ce qu'on fait. » Puis ça donne beaucoup espoir. Puis on espère aussi que par le fait que ce soit des jeunes pour des jeunes, on puisse toucher justement des gens qui peut-être auraient besoin un peu de ce genre d'inspiration, de soutien. Puis ce qui est intéressant de ce projet-là, puis que tu as mis sur la table dès le début, en fait, c'est que tu voulais informer les gens sur des problématiques en lien avec l'environnement, mais tu voulais aussi transmettre un message d'espoir, tu sais. Fait que de montrer un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, puis qu'on tombe pas non plus un peu dans une peur, une crainte, tu sais, au travers de ça, mais de comprendre la problématique, puis qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est déjà fait, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tant que citoyen, citoyenne au travers de ça. Puis je trouve que c'est vraiment un beau projet que tu as pris l'initiative d'entamer. C'est bien de sortir de cette dynamique-là aussi qu'on entend. On associe beaucoup les changements climatiques à ce discours de communication, de peur, ou du moins, là, on en sort enfin, mais qui est beaucoup plus axé sur les solutions puis l'espoir, parce que je pense que les gens sont un petit peu saturés aussi d'entendre que c'est la fin du monde. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que ça le soit plus. Puis justement, j'aimerais savoir comment, quand tu prends part à l'action climatique, comment tu fais pour te préserver en tant que personne? Qu'est-ce que tu fais pour préserver ton bien-être personnel aussi? Parce qu'on le sait que ça peut être très intense sur notre propre personne, en fait, notre engagement.
Oui, ben, c'est 100% vrai. Je trouve que, je pense que c'est un peu relativiser le poids qu'on se donne parce que parfois on peut avoir l'impression que puisqu'on n'est pas parfait, on doit se sentir vraiment coupable. Puis c'est sûr que c'est pas vrai parce que en tant que personne individuelle, c'est tellement genre ça fait juste partie d'un gros mouvement. Et donc ce que je fais souvent c'est je vais juste un peu déconnecter avec le sujet, puis juste passer du temps avec des gens proches de moi, ou bien avec mes chats, ou bien... Mais ça revient souvent, hein, t'as le besoin d'être Oui. connecté avec d'autres personnes. Tu l'as mentionné souvent, c'est super intéressant aussi parce que quand le mouvement est plus grand que nous, de se retrouver entre personnes ou avec des personnes qui nous font qu'on se sente bien, nous rappellent en fait pourquoi on le fait simplement. Oui, 100%. Puis, mais c'est drôle aussi. Et là, c'est comme un peu moins rapport avec l'environnement, mais c'est comme... Moi, en fait, souvent, j'ai beaucoup d'anxiété sociale. Comme, j'ai pas vraiment envie d'aller voir les gens. Mais dès que, comme, genre, j'entre en relation, puis c'est comme très authentique, puis c'est beau, là, c'est comme, je veux plus partir. Et donc, je pense peut-être il y a une partie de ça, comme on vit dans un monde qui est très, très isolé, et donc souvent, et aussi individualisé. Donc, souvent, nos buts de vie sont vraiment liés à nous-mêmes. Puis là, après, on rencontre du monde, puis on est comme, ah, j'ai envie un peu de changer. Puis c'est comme, à travers les gens, ce but de la vie change, puis aussi comme l'espoir qu'on a, l'inspiration qu'on a change. Puis c'est très beau. C'est super intéressant ce que tu dis. On arrive à la fin de l'épisode déjà. Ça l'a passé rapidement. Est-ce qu'il y a une recommandation culturelle qui t'inspire, qui inspire ton engagement quotidien aussi, qu'on pourrait partager auprès des gens qui nous écoutent? OK. Donc, en fait, j'en ai comme 3. OK, vas-y. Donc, si c'est plus un film qui est juste vraiment beau puis ça inspire, moi, je recommanderais Nausicaa of the Valley of the Wind de Studio Ghibli. C'est à propos, en gros, d'une jeune fille qui, elle essaie de un peu sauver le monde à sa façon. Mais il y a aussi comme, attention aux gens qui aiment pas les insectes, peut-être pas pour vous, mais il y a comme des genres de... C'est comme si c'était des mammouths, genre ils étaient extincts, mais ce sont des insectes, des énormes insectes, mais ils sont comme, en fait, ils sont comme vraiment beaux en même temps. Puis tu vois comment ils font pour un peu sauver le monde, puis essayer d'arrêter les gens qui essaient de consommer, puis d'extraire et d'exploiter ça. Ensuite, il y a une BD qui s'appelle Résister et fleurir, qui est très beau. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Puis en gros, c'est à propos de la protection des espaces de Hochelaga Maisonneuve. Ouais. Puis l'art est très, très beau, très touchant. L'histoire est très inspirante aussi. Puis finalement, pour des actions concrètes, vous en avez probablement entendu aussi, mais il y a le film Demain, qui est très cool aussi. Qui est positif aussi dans la même lignée de qu'est-ce que tu parlais, là, qui apporte des solutions. Énormément. On sort de là revigoré et inspiré. Oui. Donc, c'est un film à regarder, 100%. Mais merci beaucoup, Emma, d'avoir pris le temps de parler avec nous. C'est vraiment inspirant d'écouter ton parcours, qui est un jeune parcours, mais qui est extrêmement prometteur, là, vraiment. À la maison, on vous invite à continuer de vous informer, de réfléchir et de prendre part à l'action climatique. Merci de nous avoir écoutés, puis à bientôt. Ce balado est réalisé grâce à la collaboration entre la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI, Catalyso et SUCO. Un grand merci aussi à la radio de CISM pour leur précieux soutien au montage.